Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Magali Bouteille-Brigand et on m'a chargé de vous parler du refus de soins. Alors, noli me tangere. Si cette expression puise sa source dans les évangiles et si elle représente l'adresse faite par Jésus ressuscité à Marie-Madeleine, pour le médecin et plus largement pour les soignants, le principe noli me tangere est l'expression même de l'intangibilité de la personne humaine et l'illustration d'un refus de soins. Les organisateurs de ce colloque m'ont fait l'honneur de me demander ce que dit le droit en matière de refus de soins. La tâche est grande et le sujet aussi ardu que stimulant. Avant de commencer, je souhaiterais procéder, comme le précédent intervenant, à quelques précisions terminologiques, afin de bien cerner la notion de refus de soins qui nous préoccupe ici. En premier lieu, il est nécessaire de définir le refus et de bien le distinguer de l'absence de consentement. Le refus se définit dans le langage courant comme dans le fait de refuser ce qui est proposé, ce que d'ailleurs a très bien montré le philosophe. Le refus, donc, suppose l'expression d'une volonté, une volonté négative. Refuser, c'est dire non. Refuser, c'est dire que l'on ne veut pas. Ce refus doit donc se distinguer de l'absence de consentement. En effet, si l'absence de consentement résulte ipso facto d'un refus de soins, elle peut aussi résulter d'autres circonstances, telles que l'impossibilité de recueillir le consentement ou l'absence d'exigence de consentement. Ainsi, si tout refus de soins emporte absence de consentement, toute absence de consentement ne résulte pas d'un refus. Ceci est important en droit, car si certaines circonstances comme l'urgence peuvent justifier l'absence de recueil d'un consentement, elles ne justifient pas toujours d'outrepasser un refus. En second lieu, deuxième précision terminologique, il est nécessaire de lever ici l'ambivalence du terme refus de soins. En effet, il renvoie en droit, et ça a été montré d'ailleurs par la première intervenante, à deux réalités bien distinctes. La première, c'est le refus opposé par le médecin à son patient. En dehors des cas d'urgence, le Code de déontologie médicale consacre la possibilité pour le médecin de refuser de soigner, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour des raisons personnelles. Il doit même le faire quand l'acte requis dépasse ses compétences. En revanche, le refus du médecin ne doit jamais être discriminatoire. Ce n'est donc pas ce refus qui retiendra ici notre attention. En effet, le refus de soins renvoie également au refus opposé par le patient, au médecin et plus largement aux soignants. C'est donc le refus d'être soigné, refus qui est la conséquence logique de l'absence de consentement, logique de l'exigence de consentement. Cette exigence de consentement a été consacrée par plusieurs textes, alors j'ai essayé de vous les synthétiser. Elle est souvent associée à la loi du 4 mars 2002, dont nous ne tarderons pas à fêter les 20 ans d'existence. Mais s'il est vrai que la loi du 4 mars est venue renforcer l'exigence de consentement pour mettre fin au fameux paternalisme médical, la nécessité d'un recueil de consentement lui préexistait largement. En effet, elle résulte du principe de dignité de la personne humaine, du dignité du patient, principe de dignité qui est un principe matriciel en droit, qui justifie l'autonomie de la personne, l'intégrité du corps humain. Alors vous avez plusieurs textes internationaux, notamment la déclaration d'Helsinki, le code de Nuremberg ou encore la déclaration de Tokyo. Et puis vous avez évidemment dans le droit français des dispositions dans le code civil, l'article 16.3 du code civil, mais aussi et surtout l'article L 1111-4 du code de la santé publique. Et j'irai même plus loin. Le code de la santé publique touche évidemment la santé, tout le domaine de la santé, mais vous avez toute la protection des atteintes au corps humain sans le consentement qui figure dans le code pénal, par le biais de la sanction des atteintes au corps humain. Voilà. Alors, le refus de soins, donc, c'est le refus de subir un soin, c'est le refus, c'est le corollaire de l'exigence de consentement. Alors, j'ai eu envie de me poser la question suivante. En effet, le refus de soins peut mettre mal à l'aise certains soignants, en tout cas les déstabiliser. Pourquoi ? Parce que
quelque part, le refus de soins, s'il doit être respecté, nous le verrons, peut parfois avoir des conséquences graves, voire létales. Il peut mettre en jeu le pronostic vital. Ça peut déstabiliser le personnel soignant qui est condamné à une forme d'impuissance, d'où la question suivante. Quelle est la force obligatoire du refus de soins? Est-il contraignant pour le médecin et pour les soignants? Aussi, nous verrons que le refus de soins est variable selon qu'il est opposé par le patient au médecin ou au soignant pour soi-même ou selon qu'il est opposé pour autrui. Nous allons donc, dans un premier temps, envisager la force obligatoire importante du refus de soins pour soi. Alors, le refus de soins pour soi, c'est un droit. Il est énoncé très clairement à l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique. C'est le droit de refuser tout traitement. C'est donc, je vous le disais, le corollaire de l'exigence de consentement. Mais alors attention, le refus doit être exprimé comme le consentement. S'il n'y a pas de forme particulière, il faut un refus exprimé, un refus libre, ce qui répond peut-être à une des questions que posait la première intervenante sur la question d'un patient qui refuse un soin parce qu'il n'a pas les ressources nécessaires pour financer son soin. Est-on encore ici dans un refus libre? Je ne crois pas. Donc ici, ce ne serait pas un refus au sens du droit. Ensuite, il faut un refus éclairé. Un refus éclairé, c'est-à-dire un refus d'un patient qui est informé déjà de la possibilité de refuser, mais qui est informé des conséquences de son choix et de la gravité des conséquences que cela peut emporter pour lui. Enfin, il faut que le refus soit persistant et réitéré. Alors, en revanche, ce droit au refus de soins est, on va dire, indifférent à la cause. Que ce soit une cause religieuse, comme par exemple le refus de soins de transfusion sanguine par les témoins de Jéhovah, un refus de soins d'origine politique, par exemple je fais grève de la faim, ou une cause plus personnelle du refus, la peur d'un soin, la peur d'une conséquence, etc., le droit est totalement indifférent au refus. Il est indifférent également, et je le verrai encore plus après, à la conséquence du refus. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile à comprendre pour un personnel soignant, que le refus ait des conséquences létales ou non, en théorie, je dis bien en théorie, le refus doit être respecté par les médecins et plus largement par les soignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le médecin ou le soignant pratique un soin sans le consentement, il engagera sa responsabilité pénale parce qu'il a porté une atteinte au corps humain sans le consentement. Il engagera aussi une responsabilité civile parce qu'il aura causé un dommage à la personne et également sa responsabilité disciplinaire. Je précise que la question de la possibilité pour un médecin d'outrepasser un refus en cas de mise en jeu du pronostic vital a été envisagée dans la jurisprudence antérieure à la loi du 4 mars 2002, et le Conseil d'État, effectivement, ouvrait, en cas de pronostic vital engagé, ouvrait une option au médecin. Il lui laissait le choix d'outrepasser ou non le refus, à condition qu'il n'y ait pas d'alternative thérapeutique. Depuis la loi du 4 mars 2002 et depuis la réitération du droit au refus de soins par la loi de 2005 sur la fin de vie, il est dans le texte, en tout cas, il est dans le texte très clair que le médecin ne doit pas outrepasser un refus de soins. Mais attention, on le verra juste après, encore faut-il que le refus soit causé. Encore faut-il que le refus soit finalisé. On refuse une chose. On refuse un acte. On ne refuse pas de manière générale l'acte. Alors, autre manifestation, en fait, on va dire de l'absolutisme du refus opposé pour soi, c'est la relativité des exceptions à l'exigence de consentement.
le droit prévoit effectivement certains soins obligatoires. On en parle beaucoup actuellement, l'hypothèse de la vaccination obligatoire, qui existe déjà. Il y a aussi les hypothèses d'injonction de soins. Dans tous les cas, ici, on n'outrepassera pas le refus du patient, c'est-à-dire qu'on ne le vaccinera pas de force ou on ne lui fera pas des soins de force. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera des mesures incitatives ou des sanctions, mais des sanctions indirectes. La sanction indirecte étant vous ne vous vaccinez pas, donc vous ne pouvez pas accéder à tel lieu. Ou bien vous ne vous vaccinez pas, alors vous ne vous soumettez pas à une injonction de soins qui vous a été prescrite, donc vous ne sortez pas de prison. La sanction n'est indirecte. Donc on préserve de cette manière la dignité de la personne humaine. De même, quand on regarde les conditions de mise en œuvre des hospitalisations sous contrainte, on se rend compte que ce n'est pas tant outrepasser un refus que mettre en cause la possibilité de refuser, puisque l'une des conditions pour les mettre en œuvre, c'est justement l'impossibilité de consentir. Alors, la force contraignante d'un refus de soins est plus ambiguë quand le refus de soins est asynchrone, c'est-à-dire qu'il est donné par le patient, mais il est donné de manière anticipée. Vous voyez de quoi je veux parler. Je veux évidemment parler des directives anticipées. Alors, les directives anticipées ont vu leur force, déjà, elles ont été créées par la loi de 2005 sur la fin de vie, et elles ont vu leur force renforcée par la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie. Depuis, l'article 1111-11 du Code de la santé publique prévoit que ces directives anticipées s'imposent aux médecins pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement, sauf, et je vais voir les exceptions après. Donc on voit bien, les directives anticipées s'imposent aux médecins. C'est écrit textuellement dans la loi. Le législateur, cependant, a accepté et a voulu, et je pense à juste titre, une modération. Cette modération s'est caractérisée par l'introduction de 2 exceptions à la force contraignante des directives anticipées. Ces 2 exceptions, c'est l'urgence, le temps d'évaluer la situation, et d'autre part, le caractère manifestement non approprié ou non conforme à la situation médicale. On pourrait voir dans ces 2 exceptions la possibilité pour le médecin d'outrepasser un refus qui serait exprimé de manière anticipée dans les directives anticipées. Au contraire, j'y verrais plutôt une expression de la vérification par le médecin du respect de la volonté du patient. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous disais que le refus devait être causé. C'est-à-dire que le refus, on refuse un soin. On refuse, par exemple, de souffrir. On refuse, par exemple, de ne plus pouvoir respirer sans aide par une machine. Donc, en fait, ici, le médecin devient le juge de l'adéquation entre la volonté du patient et la situation médicale. Ce qui peut justifier, effectivement, de faire une réanimation si la situation n'est pas conforme à la directive anticipée. Donc, en fait, on s'interroge souvent sur l'opposabilité des directives anticipées. J'ai envie de dire que la directive anticipée en elle-même n'est pas au sens strict opposable. En revanche, la volonté exprimée par le patient est, elle, opposable, à condition qu'elle soit finalisée, conditionnée à un acte en particulier. Dès lors, il me semble que le refus de soins exprimé par le patient de manière asynchrone, c'est-à-dire de manière anticipée, est tout aussi fort que le refus de soins opposé de manière synchrone. Il n'en est pas de même des refus de soins opposés pour autrui. Alors, le refus de soins opposé pour autrui va caractériser d'une certaine manière la possibilité d'outrepasser le refus qui aurait été exprimé par un tiers par rapport au patient. Ça se manifeste tant lorsque le refus est opposé par les parents d'un mineur, et ça se caractérisera, on le verra tout à l'heure, par la possibilité d'outrepasser un refus opposé par la personne chargée de la protection d'un majeur protégé. S'agissant du mineur, alors quels sont les principes gouvernant le consentement à l'acte médical pour le mineur ? A priori, ce sont les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale qui doivent exprimer le consentement à l'acte et donc le refus.
Alors je précise juste parce qu'il y a une ambiguïté dans les textes qui ne sont pas si clairs que ça. Il ne faut pas confondre le titulaire de l'autorité parentale. Les parents sont titulaires de l'autorité parentale et les tutélaires de l'exercice de l'autorité parentale. On peut très bien être deux à être titulaire de l'autorité parentale, mais avoir un exercice unilatéral. Donc c'est le titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Donc normalement, ce sont donc les parents qui doivent consentir ou refuser les soins, mais le consentement du mineur doit être recherché s'il est capable de discernement. Et puis, il y a certaines circonstances où le pouvoir parental va être exclu, notamment, et de plus en plus, en matière d'IVG, de contraception, le droit de veto du mineur pour le prélèvement de moelle osseuse, ou encore, à la demande du mineur, il peut demander un secret, mais c'est plutôt pour les situations familiales dysfonctionnelles. Alors, qu'en est-il de la possibilité d'outrepasser le refus pour le médecin ou les soignants ? Alors, le médecin va pouvoir prodiguer les soins urgents. C'est prévu textuellement à l'article 4127-42, alinéa 2 du Code de la santé publique. Donc, en cas d'urgence, je cite, le médecin doit donner les soins. Ici, c'est le devoir qui surpasse tout autre refus. Même le refus parental est surpassé par l'urgence. D'autre part, et dans le même ordre d'idée, le médecin va prodiguer les soins indispensables, les soins qu'il juge indispensables, si le refus parental risque d'entraîner des conséquences graves quant à la santé du majeur protégé. C'est l'article L. 1111-1, alinéa 9 du Code de la santé publique. Ici, précisons que depuis la récente réforme, il n'est plus nécessaire que le juge intervienne. Quelque part, on fait du médecin le juge de la nécessité des soins. Alors, effectivement, il y a une possibilité aussi d'intervention judiciaire qui va pouvoir prononcer des mesures d'assistance éducative. Ça peut également, le juge pourra également prononcer des retraits ou des délégations d'autorité parentale dans l'intérêt du mineur. Et des mesures d'assistance éducative spécifiques, par exemple, en matière d'intervention chirurgicale. Mais je dois avouer que l'intérêt de ce texte a perdu de son importance depuis que le législateur a permis aux médecins de pouvoir prodiguer les soins indispensables sans passer par le juge. Cette possibilité conditionnée, donc d'outrepasser le refus de soins pour un mineur, se retrouve également pour les majeurs. Alors sur le... Oups. C'est pas bon. Ça ne veut pas passer. Bon, c'est pas grave, on va le faire sans. Alors, la possibilité, le médecin va pouvoir outrepasser, pour les mêmes raisons d'ailleurs que pour le mineur, le refus de soins opposé pour un majeur vulnérable. Il reste que, il faut bien avoir en tête que même un majeur sous protection, il garde normalement l'autonomie en matière de décision personnelle. Alors, je ne parle pas des décisions strictement personnelles qui sont listées par le Code civil, par exemple la décision d'adoption, etc. Mais il semble bien que l'acte médical et les soins, ça relève de la sphère purement personnelle. Il est bien prévu dans le Code civil que même un majeur sous tutelle, qui est le régime de protection le plus abouti, va garder la possibilité de consentir ou de ne pas consentir à un acte médical. Je précise également qu'il est possible, par contre, que le juge renforce la tutelle en préconisant une mesure de représentation relative à la personne. Dans ces cas-là, effectivement, même dans le cas de mesures de représentation relative à la personne, là encore, le majeur va conserver la possibilité de s'exprimer. En revanche, s'il n'est pas capable, si son état ne lui permet pas d'avoir un consentement éclairé, un consentement libre, à ce moment-là, c'est la voix du tuteur qui sera entendue. Dans tous les cas, quand le tuteur va s'exprimer à la place du patient, le médecin gardera la possibilité de prodiguer les soins indispensables lorsque ça met la vie en danger du patient. Alors pour conclure, déjà j'espère ne pas avoir été trop technique.
Mais pour conclure, je voulais juste répondre un peu à M. Lombard qui est intervenu et qui a commencé en disant que finalement, il y avait des réponses à toutes les questions qui se posaient du refus de soins dans le droit. Alors, il est vrai que le droit, je viens de vous les exposer, énonce un certain nombre de dispositions. Sauf que le droit, il est éminemment binaire. Le droit, d'ailleurs on dit souvent que les juristes ne savent compter que jusqu'à 2, le droit c'est on-off, c'est oui-non. Or il me semble précisément que dans la problématique du consentement, et d'ailleurs ça a été très bien relevé par le dernier avis du Comité consultatif national d'éthique sur le consentement, il me semble que justement la problématique en matière de consentement, c'est qu'on n'a pas un consentement oui-non. On a une progression du consentement, on a une zone grise. Et ça, le droit ne sait pas faire. Le droit, il met dans des cases. Tu es capable, tu donnes ton consentement. Tu n'es pas capable, tu ne donnes pas ton consentement. Il se contente de qualifier des faits. Sauf qu'il n'est pas bon pour la zone grise entre les deux. Et c'est précisément, à mon sens, un des rôles de l'éthique. L'éthique, justement, ça va être de pouvoir s'orienter dans cette zone grise, laissée grise par le droit. Il y a évidemment un autre rôle de l'éthique par rapport au droit, c'est de guider le droit, de guider les évolutions législatives. Ce n'est pas pour rien que le Comité consultatif national d'éthique doit organiser des états généraux régulièrement et quand il y a des réformes des lois bioéthiques envisagées. Ces évolutions, ces états généraux doivent normalement guider la réflexion du législateur en matière de refus de soins comme d'autres. Et quelque part, ces réflexions qui sont guidées vont pouvoir ensuite être consacrées par le législateur, et c'est ce qui donnera le droit de la bioéthique. C'est comme ça qu'est né le droit de la bioéthique. Il y a d'abord eu des réflexions éthiques, et puis les lois de 1994 ont fait naître des règles qui avant étaient des règles uniquement éthiques. Je vous remercie.